père, il est parti du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain. J'ai grandi dans un contexte familial où on ne prenait pas forcément l'amour. Un contexte familial assez conflictuel avec mes frères et sœurs. Je me suis dit, je pense que moi, la famille, ça va pas être une priorité dans ma vie. Je vais plutôt être carriériste. Bonjour Axel. Bonjour Muriel. Merci d'être venue sur La Parole est à elle. Un plaisir. C'est un plaisir de te recevoir à la maison pour échanger sur ton parcours. Donc en quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter, définir qui tu es? Tout simplement, je suis Axel. Je suis très jeune, bon, c'est relatif, j'ai 26 ans et je suis une personne qui est passionnée par les relations humaines et surtout intrafamiliales. D'accord. Quand tu parles de relations humaines intrafamiliales, tu parles de quoi exactement? Les relations familiales, père, mère, enfant, vraiment la relation, tout ce qui va être en rapport avec la communication, l'éducation et l'impact surtout. D'accord. Est-ce que le fait que tu sois passionnée justement par ces relations-là, c'est quelque chose qui revient de ton enfance? Justement, je pense que oui, mon vécu a permis de me conscientiser et qui a fait qu'aujourd'hui, c'est une réelle passion, tout simplement. Vraiment, les choses qu'on vit parfois deviennent une vocation, donc je pense que c'est exactement ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton vécu? Quelle était la cellule familiale dans laquelle tu as grandi? Bien sûr. Déjà, moi, il faut savoir que je suis issue d'une famille recomposée. Quand je dis recomposée, c'est même sur-recomposée, parce que mes parents, ils ont eu une union en fait en amont de moi. Okay. Mon père avait déjà un enfant et ma mère en avait déjà deux. Ils se sont rencontrés, ils en ont fait deux. Et puis mes parents se sont séparés malheureusement et mon père en aura fait deux. Donc je suis la troisième de ma mère, la première fille de mon père et la deuxième de mon père. Donc voilà un petit peu. J'ai grandi dans un contexte familial où on ne prenait pas forcément l'amour, du moins. J'ai pas du tout le souvenir où on disait je t'aime, où c'était exprimé. Peut-être que mes parents avaient une manière différente de l'exprimer. Par exemple, des fois, on est souvent sujet à manifester l'amour, par exemple en travaillant plus, en offrant peut-être plus d'habits, etc. Ça, je ne pourrais pas mentir sur ce point-là. Mais c'est vrai qu'on n'était pas forcément dans une atmosphère où l'amour, elle était sur le premier plan. Okay. D'accord. C'était assez un contexte familial assez conflictuel avec mes frères et sœurs et ainsi que mon père et ma mère. On était un petit peu divisés dans la même sphère familiale. C'était un peu compliqué au niveau de la communication, au niveau de la compréhension, au niveau de... Même, c'était pas forcément une atmosphère familiale qui était propice, on va dire, à l'éducation d'un enfant, tout simplement. D'accord. Et comment tu as réussi à t'en sortir malgré le fait que le schéma familial dans lequel tu as grandi n'était pas justement propice à ton épanouissement, vu que tu as parlé du manque d'amour, du manque de communication? Comment est-ce que tu as réussi à t'en sortir? Mais ça, je suis réelle pour te dire que ça a mis du temps. Ouais. Je m'en suis sortie, même parce que mes parents, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont divorcé. Même après le divorce, pourtant on s'est dit que là, il y avait plus une atmosphère de baie, parce que du coup, là, j'ai vu ma mère plus s'épanouir, etc. Et bien pourtant, c'est vers 24 ans réellement que j'ai commencé à réellement guérir de cela. Comment j'ai réussi à m'en sortir? C'est vraiment la foi, avoir espoir qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi et aussi comprendre que c'est pas forcément ce que j'ai vécu n'est pas une généralité. Oui, je suis une exception, c'est pas forcément comme ça que ça se passe, c'est pas forcément tout le monde qui ressent ça et qui vit ça. Et déjà de voir ça, de me dire ça, d'entendre ça, déjà ça a quand même inconsciemment guéri quelque chose. Je me dis que bon, c'est vrai que j'ai passé ça, mais c'est pas quelque chose que je vais peut-être reproduire. Voilà. Parce que généralement, en fait, beaucoup de personnes qui reproduisent ce qu'elles ont vécu dans l'enfance et justement très peu de personnes font le travail de ne pas justement reproduire les mêmes schémas qu'elles ont vu leurs parents faire ou dans lesquels elles ont vécu. Et justement, j'aimerais vraiment que tu nous expliques comment est-ce que tu as réussi à te détacher de ce schéma familial-là. Par exemple, tu as dit que tu as grandi dans une famille avec un peu conflictuelle. Tu as grandi du coup quand tes parents se sont séparés, tu as vécu avec ta mère, c'est ça? Oui, elles se sont séparées à 14 ans. Ok, et donc quel rapport tu avais en fait avec les hommes, comment tu les considérais?
qu'est-ce que tu pensais d'eux? Déjà, il faut savoir que quand j'ai vécu avec mon père avait vraiment cette étiquette d'autorité, etc. Celui qui, en fait, qui m'a amené, on va dire, à l'éducation, je dirais, scolaire, sur ce point-là. Et mon rapport aux hommes, déjà, j'en ai beaucoup voulu à mon père, parce que ça ne s'est pas forcément fait proprement. Moi, comment ça s'est fait, mon père, il est parti du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain. Donc, du coup, j'en voulais parce que ça s'est pas fait proprement. Et moi, du coup, de ce fait, je me suis dit, je pense que moi, la famille, ça va pas être une priorité dans ma vie. Je pense que je vais plutôt être carriériste. Vraiment prôner vraiment ma carrière professionnelle avant toute chose. Quelque chose que je pourrais vraiment contrôler selon moi. Parce que les études, c'est avec vraiment à force de travail qu'on peut y arriver. Le travail, en postulant, en faisant les meilleurs choix, on peut y arriver. Mais par exemple, le choix du compagnon, le choix de la famille, etc., c'est quelque chose qui était beaucoup... C'est quelque chose pour moi qu'on subit. On ne le vit pas. Et de ce fait, j'ai décidé de... j'avais pas forcément un rapport avec l'homme, comme par exemple dans la jeunesse, les gens par exemple ils aiment, on va dire, un petit peu fricoter les garçons. Bon, oui, je l'ai fait, mais c'était pas non plus une priorité pour moi, parce que je sais que pour moi c'était voué à l'échec en fait. Donc j'avais pas forcément un rapport aux hommes de manière, on va dire, sauvage, hein. Je n'étais pas dans l'agressivité, mais c'était pas quelque chose que je mettais en haut de mes standards de ma vie. Pour moi, c'était vraiment le travail et au moins quelque chose que je contrôlais. Donc tu ne considérais pas, enfin vu que ton père, comme tu as dit, il est parti du jour au lendemain, tu ne vouais pas de haine à l'homme petit h, parce que généralement certaines personnes ont tendance à tout mélanger. Quand il se passe quelque chose, comme les femmes en fait qui ont vécu des relations avec les hommes qui ne se sont pas très bien passées, elles ont tendance à tout mélanger, à tout mettre dans la même case. Donc avec toi, c'était pas le cas. Non, pas vraiment l'homme, non, pas l'homme avec un petit h, hein, j'ai pas tout mélangé pour le coup. Mais cependant, c'est vrai que j'avais énormément de haine envers mon père. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup de haine parce que pour moi, c'était pas propre en fait. Pour moi, on pose un enfant, il est là, mais il n'est pas dans l'obligation de subir les choix des parents. C'est ça. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, les parents font des choix, ils choisissent un conjoint, etc. Nous sommes que les conséquences. Par exemple, si aujourd'hui tu choisis une mauvaise personne, etc., en tant qu'enfant, je ne peux que subir. Et la problématique, c'est que quand ils se séparent, on subit encore. On subit le manque de communication, l'incompréhension, le déséquilibre, etc. Sans pour autant qu'on nous pose la question de comment on va. Et moi, c'est ça la problématique, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas, enfin du moins mon père, avant son départ, il m'a pas forcément posé et dire les tenants et les aboutissants, etc. Et aussi garder le lien. Ok, il y a un départ, je peux le comprendre, mais moi, mon père n'a pas forcément gardé le lien. Donc j'avais une très grande haine, en fait, à cette époque-là, envers lui. D'accord, et le lien s'est coupé du jour au lendemain, vous n'avez plus de contact. Et comment tu as vécu cette période, justement, où tu as vécu avec ta mère? C'était une période difficile, je pense que c'est de là vient une petite rébellion, pas méchante. Pas méchante, hein. J'ai jamais été je vais pas m'inventer une vie, j'ai jamais été une petite fille méchante, mais il y a une sorte de rébellion. En fait, face à la vie, où là on a envie de tester les choses. Je pense que c'est même là, hein, j'ai commencé à avoir un copain, mais pas forcément en fait parce que j'avais une envie de découvrir, mais plutôt parce que je savais que c'était un peu l'interdit, etc. De tester des choses. Tu faisais des choses en fait pour qu'elle réagisse un peu? Surtout, en fait, mon père ne le voyait pas, je faisais des choses pour qu'elle réagisse. J'étais un petit peu aussi, je tirais la sonnette d'alarme parce que du coup, c'est vrai que moi j'avais une fusion avec mon père, j'avais pas forcément avec ma mère. Donc j'étais beaucoup plus, c'est vrai que j'étais un peu plus dure avec ma mère aussi. J'étais beaucoup plus dure avec elle, pas forcément dans mes paroles, un petit peu. J'étais pas dans l'insulte ou quoi, mais c'est-à-dire dans mes positions, etc. Ce qui est très contradictoire parce que je suis très protectrice avec ma mère. Donc en fait, moi j'avais le droit d'être dure, mais j'avais pas envie, par exemple, que mes sœurs ou que mon frère puissent être durs avec elle parce que je sais tout ce qu'elle vit, etc. Et qu'avec mon père, ça n'a pas été facile, puisque au-delà même de ce divorce, il y a eu des choses qui m'ont été
se sont passées. Exactement, merci de m'avoir ôté le mot, qui se sont passées, qui ont fait que qui a eu énormément d'impact sur elle. C'est vrai que moi j'avais une approche qui était un petit peu dure, j'avais moins tendance à lui pardonner sur des mots, sur des phrases qu'elle avait, parce que c'était ma seule manière en fait d'extérioriser, parce que de base je suis pas forcément quelqu'un qui arrive à bien extérioriser les choses et à mettre des mots sur ce que je ressens, mais pour moi c'était mes attitudes qui tiraient un petit peu la sonnette d'alarme pour le coup. D'accord. Et ma mère, on est très très proches. Je pense qu'elle m'a pas assez protégée. Elle m'a pas assez protégée, je pense qu'elle m'a énormément exposée. Je pars du principe que quand tu exposes en fait à ton enfant une situation, du coup l'image qu'elle a par exemple du parent en face, du coup est faussée. Parce qu'elle est construite vis-à-vis de l'histoire que tu as entendue. Donc la problématique c'est que comme ma mère m'a exposé énormément de faits, au-delà de l'échange, il y a des choses qui sont autour, et surtout les choses qui sont autour qui sont beaucoup plus... Je trouve que par exemple tout ce qui est juridique et tout, c'est pas des choses qu'on devrait dire à un enfant, même sur l'état financier. Et aujourd'hui en fait ça a un petit peu créé des choses en moi, ça m'a détruit en fait littéralement. En fait du coup tu ne profites plus, tu vis en fait toujours à anticiper. Ça c'est des choses que j'ai pas forcément aimé, que ma mère elle soit trop transparente. C'est vrai que la transparence c'est bien, mais trop je trouve, un enfant doit garder quand même une certaine innocence vis-à-vis des histoires des parents, parce que comme je dis, c'est des choses qu'ils subissent, c'est des choses, ce n'est pas eux, ce n'est pas leur histoire, même s'ils en dépendent, mais ce n'est pas leur histoire. Moi jusqu'à aujourd'hui, m'impressionne, c'est la persévérance. Ma mère est une femme très persévérante, elle a quand même 4 enfants. On le voit, on est dans un pays où la vie coûte assez cher quand même, où la vie est difficile, surtout quand on est racisé. La vie est très difficile, et se lever le matin, toujours ne pas rechigner. Moi j'ai jamais vu ma mère en arrêt maladie. Ma mère en arrêt maladie, je l'ai jamais vue, toujours se réveiller le matin, bâtir un empire, je dirais, un empire pour ses enfants. Bâtir tout pour qu'ils puissent manquer de rien, aller à l'école avec de très beaux vêtements, les meilleures coiffures, faire les meilleurs voyages. Ma mère m'a vraiment tout donné. Moi j'ai manqué de rien, mis à part la transparence. Ça a été vraiment destructeur pour ma part. D'accord, donc tu dirais qu'aujourd'hui, si tu avais un modèle féminin, ce serait peut-être ta mère? Oui, moi je suis inspirée que des gens que je connais, avec lesquels j'ai dormi, parce que du coup les gens, on ne sait pas forcément qui ils sont au niveau de la personnalité. J'ai ma mère. Franchement, un symbole de persévérance, en fait, elle me démontre qu'on peut s'en sortir, tout simplement. On peut s'en sortir. Même si tu n'as rien, tu peux t'en sortir. C'est qu'une question de volonté. Et ça, vraiment, franchement, je tire mon chapeau. Ok, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc on va parler de ta foi. Donc, comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Dans quelles circonstances Jésus est venu à toi, ou alors tu es allé vers Jésus? Ok, moi j'ai rencontré Jésus justement du moment où j'ai pu mon père. Quand mon père il est parti, c'est là que je me suis vraiment tournée vers la foi, où j'ai vraiment essayé de me chercher, etc. Je pense que inconsciemment, je cherchais un père. Quand mon père était parti, je cherchais en fait quelqu'un pour le remplacer. Donc c'est vrai que je me cherchais énormément, etc. J'essayais vraiment d'aller dans des réunions de prière, j'essayais de me renseigner et tout, parce que je pense que je voulais vraiment combler un vide qui était vraiment trop gros. Parce qu'il faut savoir que mon père prenait énormément de place dans mon esprit, du moins, parce qu'il a vraiment contribué à une partie de mon éducation, parce que 14 ans c'est quand même beaucoup. Quand même, il faut le reconnaître. Et je pense que c'est là où je me suis vraiment... c'est là que j'ai commencé réellement à chercher Dieu. À chercher Dieu. Et c'est là même que j'ai commencé à prier. À prier, à déposer auprès du Père. Je pense que c'est... Avant même de chercher Jésus, j'ai commencé à déposer auprès du Père. Je demandais à Seigneur pourquoi cette vie-là, pourquoi on passe par tellement de souffrances, de difficultés, etc. Qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi tu nous infliges ça, etc. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai décidé de connaître la personne à qui je m'adressais. D'accord. Et comment ça s'est passé justement cette rencontre? Déjà, j'ai fait des petits groupes de prière, etc. Et moi, en fait, je suis quelqu'un, je ne vais pas dire de terre à terre, mais j'aime voir. Avec la foi, c'est un petit peu contradictoire parce qu'on avance en soi sans voir, parce que Dieu est la boussole. Mais en fait, j'ai fait une prière et j'ai dit à Dieu, en gros, si tu existes vraiment, ma première prière, c'était, je souhaiterais que ma mère
puisse devenir chrétienne, être une Ouais. femme de prière, une femme de prière. Si ma mère est chrétienne, devient vraiment chrétienne, sert Dieu et prie, c'est-à-dire que elle croit que tu existes, pardon. Et de fil en aiguille, en fait, on avançait. Ma mère, elle s'est convertie et c'est vraiment devenue une femme de prière. Ouais. Déjà, mais vraiment, même plus que ce que je pensais. Comme quoi, avec Dieu, il ne faut pas minimiser nos prières. Et donc, du coup, voilà. Et je l'ai rencontré, en fait, quand je suis partie une fois à l'église, la présence de Dieu, elle était tellement... elle m'a enveloppée. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas forcément vécu dans un environnement où on manifestait l'amour, les câlins et tout. Moi, je les ai connus très, très, très tard. Pour le coup, je pense même dans la vingtaine, en tout cas de ma famille. Et je crois que j'ai senti vraiment Dieu, en fait, m'envelopper. Et ça... Non, ça, c'est... J'ai jamais ressenti ça. Ouais. Et je sais que c'est pas forcément un homme qui aurait pu me donner ça, ni ma propre famille qui m'aurait donné ça. Comme si je suis là. D'accord, comme s'il te rassurait en Exactement, je suis là. Et de là, on a cheminé ensemble avec D'accord. Dieu. Et pendant ce cheminement justement avec le Seigneur, est-ce que tout ce qui t'avait porté avant, comment est-ce qu'il a réussi à travailler ça en toi? Parce que j'imagine quand même que quand tu grandis dans une famille et que du jour au lendemain ton père n'est plus là, ça crée en toi des frustrations et des blessures. Et des fois c'est des blessures de l'âme qui mettent du temps à guérir. Comment s'est passé ton processus de guérison et de restauration? Alors moi, pour être honnête avec toi, ça a mis des années, comme quoi la restauration de l'âme ne prend pas 2 semaines, en fait elle est propre à chacun. Et ça a pris des années. Et pour te dire, jusqu'à aujourd'hui, je guéris de certaines petites blessures, pas les plus grosses, parce que Dieu a fait son travail, mais du moins il y a quelques petites blessures que je traite encore actuellement, et ça a mis énormément de temps. Il m'a démontré que déjà c'était pas ce que je vivais, n'était pas une généralité. Il m'a démontré que j'étais une femme forte, que je pouvais me relever, que si je passe par là, c'est peut-être pour aider les autres qui passent par là. Exactement. En fait, il m'a conscientisé qu'on ne passe pas par ces épreuves-là, déjà pour rien. Et il ne donne pas aussi au-delà de ce que ton cœur peut supporter. Il m'a rassurée. Il est venu comme un père, tout simplement. Et il m'a tendu la main, il m'a démontré qui j'étais réellement. Mes capacités, mes talents. Il m'a rempli de joie. Il m'a montré aussi que c'est pas forcément, la vie n'est pas faite que de choses négatives. On regarde aussi le positif. Et même il m'a amené aussi, ce que j'ai pas dit, ma famille aujourd'hui est plus soudée que jamais. On passe des temps de qualité. On s'appelle tout le temps. On se dit des je t'aime. Un truc qui était, franchement, je te le dis, c'est dans la vingtaine que j'ai eu mon premier je t'aime. Je pense que c'est à partir de 24-25 ans, tu vois. Donc c'est très récent. Oui. On se fait des câlins, on mange ensemble, on s'appelle. On ne peut même pas se séparer. Et d'ailleurs, on habite pratiquement tous à côté. On habite tous à 10 minutes l'un de l'autre. En fait, il a restauré aussi ma famille. Et ça, j'en avais besoin, qu'on soit unis. Et là, nos liens ce sont des vrais. Ouais. Des vrais liens. Parce qu'avant, ta famille était divisée justement. On était divisés. On vivait en cohabitation pour moi. Carrément, j'ai un souvenir. Un jour, je pense que mes parents avaient un différend et c'est comme si la maison était séparée parce que je vis en pavillon. La maison, c'est comme si elle était séparée. Donc il y avait un côté de famille qui était en haut et l'autre côté qui était en bas. Et ça, pas d'interaction. Pas trop. Et ça pouvait durer même pas des heures. Je parle en semaines. Ah ouais. Ouais. Tout ça pour un enfant de... Je dis ça, j'avais peut-être 8 ans. Et le lendemain, tu dois faire face et toujours protéger ta famille, pas forcément démontrer que tu vis des choses comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai des liens, j'aime énormément mes frères et sœurs et puis on a des liens. Franchement, je bénis Dieu d'avoir des liens comme ça avec mes sœurs. Du coup, vous êtes très très fusionnels vraiment aujourd'hui. Mais avant, c'était même pas pensable qu'on puisse s'appeler. Là, pas plus tard que ce matin, j'ai eu un appel de ma sœur juste pour savoir comment ça va et elle m'a dit tu m'appelles plus,
On s'était appelé il n'y a même pas 3 jours. Ouais. Non, mais pour dire, alors Ouais. qu'avant, je pouvais passer 6 mois sans appeler et j'étais en paix totale, quoi. Ça te dérangeait pas? Non, pas du tout. J'avais pas du tout de nom parce qu'il n'y avait pas du tout de lien. Aujourd'hui, ta famille, vous êtes restaurée et comment ça se passe du coup avec ton père? Alors, c'est un sujet qui est assez touchy. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la restauration, ça met Ça du prend temps. du temps. Aujourd'hui, je suis dans une phase d'acceptation. D'acceptation parce que il faut pardonner. C'est une obligation chrétienne en soi. Dieu nous pardonne, on doit pardonner. Mais je pense que mon être a du mal à accepter certaines choses. Donc je suis en plein processus. Mais je me suis mariée, mon père était là, il était très heureux pour moi, il m'a accompagnée, on a fait la note, on a tout fait. Mais il y a des choses auxquelles j'ai besoin un peu de temps. De temps et de recul. Oui, ce qui est tout à fait normal. De temps. Mais j'ai pardonné, je comprends, des fois on est inconscient. Et puis être père, ça s'apprend. Il y a des erreurs qu'on fait. Père, ça s'apprend. Faut pas remuer en fait la plaie. Laissons-la la refermer et puis essayons de comprendre. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, tu es mariée. Oui. Donc tu vas construire une famille. Donc tu disais au début de notre échange que tu n'es pas la personne qui va reproduire les mêmes schémas que tu as vu tes parents faire. Ça s'est passé du coup avec ton mari. Quels ont été vos rapports? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était conflictuel? Déjà, il faut savoir que moi, mon mari, contrairement à moi, il a une sphère familiale qui est totalement différente. Okay. Il a vécu avec ses 2 parents, avec tous ses frères et sœurs dans la même maison, avec tous du même sang, etc. Donc déjà, on a une sphère qui est totalement différente. Moi, j'ai grandi avec ma mère. Donc déjà, on vient avec des idéologies, des croyances limitantes qui sont différentes. Moi, par exemple, je viens avec l'idée qu'une femme, elle peut tout faire. Oui. Elle peut limite remplacer un homme. En fait, un homme, c'est un plus, etc. Déjà, ma place de femme, c'était déjà biaisé dans ça. Bon, après, Dieu a démontré à travers la parole la place de femme. Exactement. Mais j'étais en phase de restauration, oui. Parce que je n'avais pas forcément envie d'infliger mes croyances limitantes et mes peurs et mes peines à mon mari. Il n'a rien fait. Et comme je l'ai dit, j'ai pas forcément envie de reproduire. Donc je dois enlever, on va dire, toutes les croyances limitantes de mon cœur et de mon esprit pour partir sur une base neutre. Parce que quand on se marie, c'est une communication commune qu'on construit. Certes avec des environnements différents, mais c'est pour commencer une communication commune. Mais comment on peut commencer une communication commune si toi tu veux imposer ta propre communication? Pas possible. Donc je suis obligée de revoir en fait tout moi, ma personne, pour après établir, on va dire, mon foyer tout simplement. Donc oui, j'étais en phase de guérison réelle et comme je te l'ai dit, ça continue encore. Ce qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est que tu avais des croyances qui étaient limitées. C'est très honnête de ta part de le dire, parce que beaucoup de personnes en fait ne savent pas qu'elles ont des croyances limitées, et c'est ça qui fait un blocage justement dans les relations avec les autres. Et c'est bien que tu étais consciente de ça et que tu savais qu'il fallait travailler dessus, parce que combien de femmes ou d'hommes aujourd'hui entrent dans des foyers mais ne sont pas totalement guéris de leurs blessures. Mais c'est très important. Est-ce que tu pourrais nous parler plus de la guérison, de la restauration, nous donner ton point de vue là-dessus? Pour moi, en fait, ça ne tient qu'à moi. On peut guérir de blessures que quand on les analyse. Comprendre la hauteur. Si tu ne prends pas la hauteur, tu vas penser que c'est quelque chose qui est totalement normal. Donc tu vas imposer ça à ton partenaire ou tu vas imposer ça à ta famille ou à tes amis. Je m'explique. Par exemple, moi j'ai vécu dans une sphère familiale, on va dire déséquilibrée, puisque j'ai vécu avec ma mère. Une sphère familiale, on va dire équilibrée, c'est quand il y a 2 êtres, donc un homme et une femme. Aujourd'hui, la problématique, c'est que moi j'avais que ma mère. Donc du coup, ma mère a dû faire des choses qui n'étaient pas propres à une femme de base. Donc elle devait travailler, elle devait tout faire, tout payer, etc. etc. Elle se dédoublait. Donc moi, j'ai vu, on va dire, de mes 14 ans, pendant 10 ans, ma mère faire ça. Même 14 ans, je pense même à partir de 13 ans, j'ai vu ma mère en fait agir comme ça. Du coup, pendant 13 ans, je la vois agir comme ça. Pour moi, une femme, elle peut tout faire. Donc quand elle va dans un foyer, elle va vouloir tout faire. Tout faire, etc. Même commencer en fait à brider le mari. Non, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Être quand même un peu une femme autoritaire. Donc
Donc voilà la problématique. Moi, une fois que j'ai tout de suite su que j'étais dans une famille déséquilibrée, pardon, parce que je n'ai qu'une mère. Mais les familles déséquilibrées, c'est pas forcément quand tes parents ils sont divorcés. Oui. Quand on a une personne qui bat sa femme, ou quand on a une personne qui est adultère, etc., on est dans une sphère déséquilibrée. Le déséquilibre, c'est quand ce n'est plus sain. Donc, il faut les identifier, c'est hyper important. Tu vois que c'est pas normal. Moi, franchement, j'étais à un stade où je notifiais en fait les choses qui étaient pas normales. Est-ce que ça, c'est pas normal? Même le fait que ça soit recomposé, c'est vrai que c'est une norme aujourd'hui. Mais c'est pas forcément enfin, quand j'ai une norme, c'est que c'est plus... on a plus de cas. Voilà, il y a plus de cas comme ça. Mais en soi, c'est pas la norme. On souhaiterait qu'on puisse avoir une famille, pas forcément... recomposer, merci. Donc du coup, par exemple, moi, je notifie recomposer. Parce que si tu n'identifies pas les problématiques, inconsciemment, tu vas les reproduire. Ça va se répéter en fait. Parce que c'est dans ton sang. C'est des choses que ta famille a vécues. Et ça va dans le sang. En fait, c'est des informations que ton sang a. Donc c'est des choses que tu dois analyser et traiter avant même de te marier. Parce que si tu ajoutes aussi les problématiques aussi de ton mari, exactement, un mélange de tout. Exactement. Et il faut avoir cette hauteur, je pense aussi l'aide du Saint-Esprit aussi, pour analyser ces choses-là. C'est très 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 important. On a tendance des fois à se dire j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ça c'est une chose. Mais maintenant il faut les traiter. Parce que inconsciemment tu vas le reproduire. Combien de femmes, combien d'hommes se sont dit, moi quand j'aurai une femme, je vais vraiment l'épouser, etc. Je vais avoir des enfants, mais se retrouvent avec des enfants hors mariage. Parce qu'il y a des choses qui sont aussi dans le sang. Donc c'est hyper important de les analyser. Surtout nous, en tant qu'enfants déséquilibrés, on a subi, comme j'ai dit, des choses. Donc on devrait prendre de la hauteur parce qu'on sait comment ça peut détruire en fait. Et donc toi, tu as pu les analyser avec l'aide du Saint-Esprit parce que c'était très jeune quand tu as vécu tout ça. Et c'est à partir de quel moment justement que tu as commencé à notifier que toutes ces choses n'étaient pas normales? Ouais, franchement, pas pour le coup, dans la vingtaine. Dans la vingtaine, et ça a mis du temps. Franchement, je pense qu'on parle en années, je pense que c'est 4 ans. J'ai analysé, j'ai pris dessus, mais même si tu analyses, tu pries dessus, ça prend quand même du temps. Parce que les croyances limitantes que j'avais, par exemple, vis-à-vis de la femme, etc., qui peut tout faire pour moi, ça a mis énormément de temps. Je pense que j'ai dû rentrer dans le mariage pour comprendre qu'une femme ne peut pas tout faire. Mais j'étais persuadée qu'une femme pouvait tout faire. Aujourd'hui, tu es mariée. Comment est-ce que ça se passe maintenant dans ton foyer? Comment est-ce que tu vois la suite? Alors déjà, ce que moi, mes parents n'ont pas forcément fait, c'est que moi, j'ai construit mon foyer avec Dieu. Je pense que déjà, la base, c'est de commencer avec Dieu. Déjà de 1. Et quand tu commences avec Dieu, tu retrouves les valeurs de Dieu dans ton foyer. Ça veut dire l'amour, faire preuve de sagesse, etc. Et même l'identité de femme, tu le mets aussi parce que tu commences avec Dieu. Déjà ça. Après, on a énormément instauré, moi et mon mari, la communication. Moi, mes parents ne communiquaient pas. Ils criaient. Et ils ne cherchaient pas forcément à avoir un terrain d'entente. Ils cherchaient à imposer en fait leur idée. Ça, c'était la problématique. Or, aujourd'hui, j'ai totalement compris. On peut être en désaccord. C'est pas une fatalité. Cependant, on trouve un terrain d'entente. Et on essaie de comprendre l'autre. On n'est pas issus du même environnement, des mêmes parents. On peut avoir des visions totalement différentes d'une situation. Et c'est ça qui nourrit aussi le couple. On instaure énormément de temps de qualité, des sorties, etc. Des temps aussi avec la famille, c'est hyper important. Et des temps aussi seuls. Bon, moi j'ai beaucoup plus de mal, mais mon mari, lui, il le fait et je l'accepte parce qu'il faut qu'il se retrouve aussi seul. C'est hyper important. On se construit seul avec Dieu. Je ne peux pas vivre à travers mon mari comme il ne peut pas vivre à travers moi. C'est hyper important. Mais ce que je vais dire avant toute chose, c'est qu'on est réellement basé sur Dieu et sur l'amour. Pas l'amour à 2 francs CFA là qu'on prend sur les réseaux, non, réellement l'amour de Dieu. L'amour qui supporte tout, etc. Et ça, c'est le plus compliqué. Mais c'est de comprendre, d'accepter les défauts des autres, de l'autre aussi. Ça, je pense que c'est le plus compliqué. Surtout des fois, il y a des défauts, tu te dis, Seigneur, là, Seigneur, c'est vraiment la limite. Mais je pense que c'est là où tu vois que tu aimes réellement la personne.
Donc moi, c'est vraiment basé mon foyer sur Dieu. D'accord. J'aimerais qu'on parle également de ton identité, parce que tu as parlé justement du fait qu'il faut se construire seul avec Dieu. Et lorsqu'on se retrouve seul avec Dieu, on parle souvent de l'identité en Christ. Et c'est justement durant ces moments d'intimité là que le Seigneur travaille le caractère de la personne et l'identité. Et comment toi, justement, tu as réussi à connaître ton identité en Christ en tant que femme et en tant qu'épouse et à te l'approprier au quotidien? Comment ça s'est passé? Muriel, pour être honnête encore avec toi, si je te dirais oui, je connais mon identité par cœur, ce serait mentir. Ouais. Je suis pas venue pour mentir. Cependant, il y a des facettes en fait où Dieu m'a rendue hypersensible. Par exemple, quand j'ai commencé en fait à rentrer dans ma restauration avec Dieu, j'ai vu que j'étais beaucoup plus sensible à ces sujets-là. Des sujets qui me parlaient, des sujets qui m'impactaient, etc. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais j'étais beaucoup plus sensible. Et Dieu me faisait comprendre, en fait, de là, si je t'ai fait passer par là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour rien. Parce que tu vas aider les autres. Exactement. Tu vas les accompagner. Tu vas les aider, en fait, à instaurer la communication, à leur montrer l'amour, mais le véritable. Après, il m'a fait comprendre qu'il m'a donné des talents. Il a aimé un caractère. Aussi, il m'a fait comprendre que mon caractère, il était aussi... il y avait aussi énormément de problématiques. Dans l'identité aussi, il faut accepter aussi que là, tu as des défauts et accepter de te faire façonner. Parce que l'identité, elle n'est pas donnée innée. Il faut accepter de se faire façonner. Et façonner, ça fait très, très, très mal. Ça fait très, très, très mal. Mais du coup, il émettait en fait énormément d'informations comme ça, auxquelles j'étais énormément sensible. Je dirais pas que Dieu est descendu de son trône et est venu dans mon salon et il m'a dit « Ah, tu seras comme ça ». Non. Encore à mentir. Cependant, il m'a rendue tellement sensible à certains sujets. Lesquels, par exemple? Par exemple, on peut être comme ça, je vais analyser une personne, je vais être dans son comportement, dans la manière d'être, et je vais savoir, bon, pas tout le temps, mais je commence à savoir quelle est la position de la personne. Si c'est une fille aînée, si c'est une fille du milieu, ou si c'est la dernière en fait. J'arrive selon les caractères, etc. Sur la manière ou comment la personne elle va aborder un sujet sur la famille, je serai beaucoup plus attentif et je dirais ah purée, elle a peut-être traversé des moments qui sont compliqués, d'où le fait qu'elle est comme ça, qu'elle est assez fermée vis-à-vis de la gente féminine ou masculine. Et même, par exemple, quand il y a des histoires d'amour avec des gens, j'ai tendance à beaucoup poser des questions sur ce qu'elle a pu vivre en fait. Parce que quand c'est pas traité, on a tendance à vouloir faire l'opposé. Or, l'opposé, c'est pas forcément ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est de le traiter. Donc voilà. En fait, tu as vraiment... Comment je pourrais parler de mon identité, de mon appel, on va dire. Dieu m'a rendue hyper sensible à ces choses-là. Ce qui te touche aujourd'hui et qui te porte, c'est comme tu l'as dit au début, c'est les relations avec les autres en fait. C'est l'être humain et les relations humaines. Exactement. Et j'aimerais que tu nous parles de ton projet, parce que tu as un projet justement qui traite de ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout simplement, déjà, j'ai une émission aussi qui s'appelle Parle-moi. Donc Parle-moi, c'est une émission qui traite en fait les sujets intrafamiliales, où les personnes parlent de leur histoire, de ce qu'ils ont vécu et de la vision qu'ils ont de la famille. Tout simplement pour qu'on mette la lumière sur l'impact en fait de l'enfance sur les générations futures et sur les choix qu'ils peuvent faire. Parce que l'enfance conditionne énormément nos choix. Du moment où toi, par exemple, tu as eu une enfance où ton père, admettons, t'a conditionné à être médecin, c'est peut-être pas forcément tes choix, mais comme il t'a conditionné, tu vas le faire. Et en fait, des fois, ça peut être destructeur parce que c'est pas forcément ta vocation, etc. Donc, c'était un exemple. Mais du coup, Parle-moi, c'est vraiment mettre la lumière sur cela et surtout l'impact que ça a sur la vie de chacun. Et aussi, parallèlement, mais ça, ce sera sur les projets à venir, je souhaiterais accompagner les familles, accompagner les personnes à pouvoir rétablir les liens familiales, comme moi j'ai pu faire aussi, rétablir les liens familiales entre eux pour que l'harmonie, l'écoute, la communication et surtout l'amour puissent siéger dans leur sphère familiale.
C'est beau comme projet. Et est-ce que justement tu as quelques clés? Tu peux en donner 3 comme ça justement pour pouvoir rétablir cette harmonie et cet amour. Qu'est-ce que toi tu as mis en place avec ta famille pour justement avoir cette unité que vous avez aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place déjà dans un premier temps? Mettre de l'eau dans son vin. Mettre énormément de l'eau dans son vin. On est tous différents. On a des choses différentes. On a des comportements différents. Mettons de l'eau dans notre vin. Essayons de comprendre. Pas forcément de se focaliser sur ce qu'elle a dit, mais essayer de comprendre ce qu'elle a voulu dire. Parce que des fois, on a tendance à vouloir blesser pour faire comprendre en fait la blessure qu'on a en fait, en fin de compte. Donc moi, c'est vraiment mettre de l'eau dans son vin. La deuxième chose, c'est prôner l'amour. Ouais. Et l'amour supporte. C'est vrai que je parle beaucoup de ça, mais l'amour supporte. Pas forcément le manque de respect, etc. Mais l'amour supporte. Quand je dis supporte, on est des êtres humains. On a des défauts, nous ne sommes pas parfaits. Donc on doit supporter aussi cela. Et surtout la communication. Pouvoir parler. Vraiment parler, c'est vraiment important. Ne pas garder toutes les blessures, toutes les choses en fait enfuient en nous. Déjà même, tu peux même te rendre malade à cause de ça. Mais vraiment, tu ne seras pas en paix. Tu ne seras vraiment pas en paix. Ce que je dirais à une personne, encore une fois, c'est de parler. De parler à une personne de confiance. Même de pouvoir se tourner même à une psy, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais il y a des personnes qui sont formées à ça, une psy ou une psychothérapeute, ou même une coach parentale, etc. Il y a plusieurs vocations, plusieurs métiers qui permettent qu'aujourd'hui, nous puissions parler des problématiques pour pouvoir les traiter. Donc vraiment, parler, mettre de l'eau dans son vin, c'est très important. Et surtout, mettre l'amour au centre de tout. Tu as touché un point sensible. Tu as dit que c'est important de consulter des fois quand on est dépassé par certains événements. Et en tant que chrétienne, des fois, le fait d'aller consulter les psys et tout, c'est un peu mal vu, hein. Enfin mal perçu ou peut-être pas compris. Parce qu'on va se dire, oui, mais de toute façon, on a une relation avec Dieu, on a une intimité avec le Saint-Esprit. Et justement, le Saint-Esprit sert à faire ce travail-là d'écoute et aussi de restauration. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'en tant que chrétienne ou chrétien, c'est pas mal vu d'aller voir un psychologue par exemple? Après moi, c'est propre à moi. Oui. Ce que je veux dire, ça ne tient qu'à moi, réellement qu'à moi. Je pars du principe que Dieu est le Dieu, par exemple, qui guérit les malades. Or, tu vas voir quand même un médecin. Oui. D'accord. Dieu restaure, on va dire, des maladies, etc. Mais tu vas quand même te faire opérer. Donc, Dieu quand même aimait l'intelligence et la capacité. En fait, l'humain reste un canal. Un canal. Je pense que juste à l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te conduire à choisir la bonne et le bon, qui prône tes valeurs. Et des psys, etc., des psys, en tout cas des personnes qui peuvent t'accompagner, des chrétiens véritables, il y en a. Oui. Il faut savoir les trouver. Et là, tu peux faire aide au Saint-Esprit. Et Dieu passera par eux, justement, pour pouvoir approfondir. Parce qu'ils auront peut-être des connaissances auxquelles tu es limité. Ils pourront te mettre peut-être un diagnostic, etc. Et pouvoir encore mieux t'accompagner et gagner du temps. Parce que seul, on prend du temps, hein. On prend beaucoup de temps. Mais quand on est accompagné, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Et ils peuvent même t'éclairer sur des choses que toi-même, tu n'avais même pas pensé en fait de traiter. C'est vraiment pour gagner du temps. En tout cas, selon moi, je pars du principe que moi, je ne suis pas contre, on va dire, les suivis psychologiques. Je ne suis vraiment pas contre. Cependant, avec une personne qui est vraiment à des valeurs chrétiennes véritables, ou que tu choisisses une personne qui est conduite par le Saint-Esprit réellement. Et troisièmement, il ne faut pas oublier Dieu. Il ne faut pas en faire ton Dieu. Premièrement, déjà, confie-toi en Dieu. Et Dieu mettra sur ton chemin une personne qui pourra plus approfondir ou mettre des mots sur ce que tu ne comprends pas. D'accord, merci pour la réponse, c'est totalement clair. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais quelques conseils à donner justement à une personne qui, comme toi, a grandi dans une cellule familiale, on va dire, un peu dysfonctionnelle et qui aujourd'hui n'arrive pas à s'en sortir? Moi, je dis, la fin d'une chose ne définit pas, non, le début d'une chose ne définit pas sa fin. Ouais. Tu as une sphère comme ça ne veut pas dire que demain tu vas te retrouver dans une sphère comme ça. Donc, il faut se battre et il faut y croire.
Parce que tu peux te battre et sans croire, tu perds du temps. Il faut croire à la restauration. Il faut croire aussi que tu vas t'en sortir. C'est vrai. Et sache une chose, si même je devais repasser par là, je repasserai par là. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de me conscientiser sur énormément de choses que je ne referai pas avec mes enfants parce que je les ai vécues. Qui peut mieux conseiller que quelqu'un qui l'a vécu, vraiment? Dieu a vraiment un bon plan pour cette personne-là. La restauration est là. Tends ta main à Dieu, il va faire son travail et il te donnera un foyer beaucoup plus serein parce que tu auras les clés. Parce que tu sais ce qui détruit. Et tu sais ce qu'il ne faut pas reproduire. Exactement, exactement. Donc vraiment de croire que Dieu peut te donner meilleur et que tu ne resteras pas éternellement dans cette situation. Exactement, donc c'est ce qui t'a porté durant toutes ces années, oui, vraiment. C'est ce qui t'a donné l'espérance de pouvoir continuer. En tout cas, merci beaucoup merci Axel. à toi. Merci d'avoir fait ce déplacement et d'avoir répondu à mes questions. J'espère que tu n'as pas été trop stressée. Non, ça va, ça va. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Sur La Parole était à elle et aujourd'hui, elle était à Axel. Merci.